Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer évidemment avec le programme de la semaine. 2 matchs pour les merengues. Demain, retour de la Ligue des Champions. 15 jours après avoir battu l'Union Berlin, les merengues seront en déplacement demain du côté du Diego Armando Maradona, le stade du Napoli. C'est l'affiche de ce groupe Naples-Real Madrid, demain 21h. Ce week-end, le Real de retour au Bernabéu, ça sera samedi à 16h15. Les merengues vont recevoir Osasuna, une équipe qui, en général, pose des soucis au Real et une équipe qui, d'ailleurs, l'année dernière, si je ne me trompe pas, était la première équipe en Liga à avoir pris des points au Real. Il me semble que Osasuna était venu faire un match nul un partout à peu près à la même période l'année dernière. On regarde les amis quelques petites photos de la matinée puisque les joueurs ont déjà pris la direction de l'aéroport et la direction de Naples. Vous avez quelques petites photos très bien habillées du côté de l'équipe. On aura cet après-midi, ou plutôt en fin d'après-midi, début de soirée, la conférence de presse de Carlo Ancelotti qui sera normalement accompagné d'un joueur. L'entraînement du côté du Maradona, ça sera aux alentours de 20h. Et évidemment demain, le match à 21h, on regardera les compos d'équipe probables et les déclarations de Carlo parce qu'il y a des choix importants à faire pour Carlo et notamment des absences aussi importantes dans le secteur défensif. On regarde les amis, premièrement le groupe du Real pour ce déplacement du côté de Naples avec 4 absences, Courtois, Militao et Alaba. Donc là évidemment la charnière centrale est lourdement impactée avec Militao et Alaba qui sont habituellement 2 titulaires et donc qui ne sont pas là. Arda Güler aussi évidemment est absent. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil pour regarder un petit peu le groupe avec notamment Carrillo en défense. On devrait normalement retrouver Nacho et Rudiger évidemment en charnière centrale. On poursuit les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui consacre sa une à la Ryder Cup, compétition de golf. En ce qui concerne le Real, c'est en bas à gauche. Bellingham, acierto létal à l'heure actuelle. Depuis le début de saison, Bellingham est plus efficace devant le but que Kylian Mbappé et Erling Haaland. Pourtant, Jude Bellingham n'est pas un pur numéro 9, mais voilà, après 2 mois à peu près de compétition, les statistiques parlent et Bellingham est plus efficace devant le but que Mbappé et Erling Haaland. On enchaîne avec la une du quotidien Marca. Là aussi, c'est la Ryder Cup. Et puis en ce qui concerne le Real, c'est cette fois-ci en haut du quotidien Marca. Un Madrid barro en defensas. Le Real affaibli en défense à 24 heures d'aller affronter le Napoli. Un Napoli qui oscille entre le bon et le moins bon depuis le début de saison. On ne sait pas vraiment sur quel pied danser du côté napolitain. Eux aussi d'ailleurs avaient remporté leur premier match du côté de Braga, mais ça avait été d'ailleurs très compliqué pour les Napolitains qui s'étaient imposés là aussi dans le temps additionnel après une prestation qui avait été assez insipide d'ailleurs des hommes de Rudy Garcia. En tout cas, le Real, est diminué dans le secteur défensif. On jette un coup d'œil, les amis, au classement de la Liga après cette 8e journée et cette belle victoire donc du Real du côté de Gérone, 3-0. Les merengues en tête avec 21 points devant le Barça, 2e, 20 points, et donc Gérone, 3e, 19 points. On retrouve aussi les 2 clubs basques, à savoir la Real Sociedad et l'Athletic Bilbao, un petit peu plus loin, puisqu'il y a déjà quand même un écart assez conséquent. L'Atlético Madrid est lui 6e avec 13 points, 2 matchs en retard, il faut le signaler, pour les Colchoneros de Diego Simeone. On l'a pas dit lors du débrief les amis, mais Aurélien Tchouaméni a inscrit son premier but sous les couleurs du Real Madrid et nous dit « J'ai enfin marqué, je suis très content d'avoir aidé l'équipe avec mon but ». En plus de ça, ça nous rapporte les 3 points. C'est une action travaillée à l'entraînement. Tous mes coéquipiers sont très heureux pour moi. Marquer mon premier but avec le Real, c'est un rêve. Et ça récompense d'ailleurs le très bon début de saison d'Aurélien Tchouaméni. Là, on a un joueur qui
a vraisemblablement très bien travaillé cet été, qui en plus de ça a la confiance de ses coéquipiers, la confiance de l'entraîneur. Il est sur un très bon niveau, il a une régularité qui est assez intéressante depuis le début de saison, et puis sur le terrain il a un apport qui est indéniable. Le petit post de la réponse de Lucas Vazquez sous le post Instagram d'Aurélien Tchouaméni avec quelques petites photos, une petite déclat. Bon, mais on a eu cette réponse de Lucas Vazquez, donc après le premier but de Tchouaméni. Après 58 matchs, félicitations. Voilà le petit com de Lucas Vazquez. On poursuit les amis avec le duo Bellingham-Rossellou, Jude Rossellou, les deux J. Les Gigi qui fonctionnent plutôt bien depuis le début de saison. Alors pour Rossellou, les débuts ont été timides, on va dire ça comme ça, mais il est en train vraiment de s'imposer dans la surface de réparation depuis à peu près un mois et demi. Ça fonctionne assez bien pour Rossellou. Le duo a d'ailleurs inscrit 11 buts sur les 17 inscrits par le Real cette saison, donc c'est quand même assez intéressant. On a vu notamment ce week-end l'un offrir un but à l'autre et vice-versa. Le premier but, l'ouverture du score de Rossellou, c'est une merveille d'extérieur de Jude Bellingham, et le but de Bellingham en seconde mi-temps, c'est un ballon donné par Rossellou. Alors que ça soit un ballon donné involontairement ou volontairement, seul Rossellou le sait, mais en tout cas, c'est voilà, une passe D de Rossellou pour Jude Bellingham. Ça fonctionne bien donc pour les deux Gigi. On continue les amis avec une petite déclat de Jude Bellingham qui nous dit: je me sens bien avec cette équipe, j'ai la liberté de mouvement, j'apprécie vraiment mon football et ma présence ici. Chaque fois que j'enfile ce maillot, j'essaye de le faire de la meilleure des façons possibles, et il le fait plutôt très bien depuis le début de saison. Vous avez juste à côté de moi les amis quelques statistiques sur Jude Bellingham et sur les buts inscrits par Bellingham depuis le début de saison. Vous pouvez le constater, 3 buts inscrits plutôt côté gauche, 3 buts inscrits plutôt côté droit. On a 2 buts de la tête, 3 buts du pied droit, 1 but du pied gauche. Vous avez aussi, voilà, en termes de pourcentage, d'où est-ce que les situations chaudes de Bellingham proviennent. Donc voilà, des petites maps assez intéressantes sur le positionnement, la façon de jouer de Jude Bellingham. On continue les amis avec un petit post sur les réseaux sociaux, et notamment les félicitations de bon nombre de ses coéquipiers. Camavinga, on en avait parlé lors du débrief, il a été énorme face à Gérone, comme on l'avait laissé l'année dernière à ce poste de latéral. Il a été incroyable, avec notamment le record du match de duel gagné par Eduardo Camavinga. Et regardez un petit peu les coéquipiers de Kama qui lui ont laissé des commentaires sur les réseaux sociaux. Tony Rudiger qui a laissé ce proper left back, donc un très bon arrière gauche. Rossellou qui lui laisse Kama, Vinicius et Kama, Dani Ceballos, Lucas Vazquez, Kepa aussi. Voilà, tout le monde a été, je pense, de nouveau agréablement surpris de voir Camavinga être aussi et autant à l'aise à ce poste de latéral gauche qui pourtant il n'apprécie pas, on le sait, il n'a pas forcément très envie de jouer à ce poste, mais voilà, il a toujours dit que si on l'utilisait à ce poste, il répondrait présent, et il le fait à merveille. Après, on peut comprendre aussi que c'est pas son poste de prédilection, il préfère être au milieu de terrain. Mais voilà, il ne rechigne pas lorsque Carlo lui demande de jouer à ce poste de latéral gauche. On enchaîne les amis, on a quelques statistiques très intéressantes. Alors regardez un petit peu toutes ces stats. On a notamment le meilleur buteur à l'heure actuelle du Real, c'est Bellingham. En ce qui concerne les passes D, c'est Bellingham, Kroos, Rossellou ou Fran Garcia. Le plus de passes réalisées pour Toni Kroos, le plus d'occasions créées, c'est pour Toni Kroos. Le plus de passes progressives, c'est pour Fede Valverde. Le plus de tacles, c'est pour Camavinga. Le plus d'interceptions, par exemple, c'est pour Tchouaméni. Le plus de dégagement, c'est pour Rudiger. Le plus de 1 contre 1, c'est pour Rodrigo. Et le plus de progression vers l'avant, balle au pied, là aussi, c'est pour Rodrigo. Mais évidemment, étant donné que Vinicius a été absent pendant une longue période, enfin à peu près un mois, c'est pour ça aussi qu'on ne retrouve pas Vinicius dans ce genre de statistiques, les 1 contre 1 et notamment les progressions vers l'avant. On continue avec une petite information et une déclaration de Nacho après son vilain geste sur Christian Portu samedi du côté de Gérone. On en a parlé lors du débrief, il a
pété un câble, on n'a pas forcément l'explication. Nacho qui nous dit: je voudrais m'excuser auprès de Porto pour un geste involontaire pendant le match. Aujourd'hui, comme dans toute ma carrière, je n'ai jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit. J'espère que tu te rétabliras vite et bien. Il faut savoir que Nacho a appelé Porto, Carlo Ancelotti a appelé en personne aussi Porto, et il semblerait même que Florentino, le président, ait aussi appelé Porto, et aussi pour présenter un petit peu les excuses du club. Parce que à l'heure actuelle, on a toujours du mal à comprendre pourquoi Nacho a réalisé ce vilain geste sur Porto. Nacho d'ailleurs risque gros, entre 1 et 4 matchs de suspension. Si la plus lourde sanction est appliquée, il manquera le Classico. Donc voilà, il met quand même un petit peu les merengues dans l'embarras, étant donné qu'on a Militao blessé, on a David Alaba qui est aussi blessé. C'est quand même un pétage de plomb qui peut coûter cher pour le défenseur espagnol. Une déclaration de l'entraîneur de Gérone, Michel, qui nous dit: Ancelotti est un gentleman, il n'a pas compris le tacle de Nacho à 3-0. Il nous a dit qu'il était très surpris, que ça méritait bel et bien un carton rouge. Il est venu en personne nous demander pardon. On enchaîne avec une petite information qui concerne Luka Modric. Lucas vient d'enchaîner 2 matchs complets sur le banc. C'est une grande première pour lui depuis octobre 2012. C'est d'ailleurs la seule fois que ça lui est arrivé. Depuis qu'il est arrivé au Real, c'était il y a 11 ans maintenant. En 2012, octobre 2012, là, 2 matchs consécutifs sans les moindres minutes pour Luka Modric. On termine avec une petite information, une petite statistique. Le Real termine donc cette 8e journée de Liga en étant la meilleure défense du championnat, à égalité avec Las Palmas. Seulement 6 buts concédés par les merengues. Alors c'est très bien, c'est une statistique intéressante, mais ça ne veut pas dire que l'on défend bien. Je pense que tout le monde regarde les matchs, tout le monde voit un petit peu les occasions que l'on concède aux adversaires. Je pense qu'il y a des progrès à réaliser dans le secteur défensif. On ne cesse de le répéter. C'est une statistique là qu'on nous donne qui est brute. Le Real a concédé 6 buts depuis le début de saison en 8 matchs. C'est très bien, les merengues sont la meilleure défense de Liga. Mais après, il faut regarder le contenu, il faut regarder aussi tout ce qui va être expected goal des adversaires. Donc voilà, il faudrait mettre beaucoup de statistiques pour savoir si véritablement on défend bien, ou si on regarde juste cette statistique et on se dit c'est la meilleure défense, donc ça doit défendre bien. C'est pas aussi simple que cela. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse. Et on se retrouve demain pour une belle journée de Champions League. Ciao.